Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, est l'invité de 24 heures en question. Il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Pourquoi ? Parce que quand vous rajoutez nos scores, on est devant Marine Le Pen. Et donc ça voudrait dire qu'on serait devant Marine Le Pen et donc quasi assuré d'avoir un président de gauche. Ils auraient pu mener campagne main dans la main. Ensemble, tout semblait même possible. Mais après des semaines de négociations, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont finalement décidé d'aller à la bataille séparément. Depuis, c'est une véritable lutte fratricide qui s'est engagée. Je n'ai pas l'intention d'aller m'accrocher à un corbillard. Je le dis très clairement. Je ne courrai pas après Jean-Luc Mélenchon, je ne cours après personne. Les deux hommes sont désormais au coude à coude dans les sondages, très loin derrière Emmanuel Macron. Mais paradoxalement, le succès du dirigeant d'En Marche pourrait bénéficier à Jean-Luc Mélenchon. À force d'affaiblir Benoît Hamon, il pourrait envoyer les derniers socialistes vers le leader de la France insoumise. Ce serait alors une révolution de plus. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et donc du candidat de la France insoumise. Un point de détail qui n'en est pas un. 432 parrainages ont donc été validés, vous concernant au Conseil constitutionnel. Alors moi, je vous le dis franchement, j'ai pas de doute que Jean-Luc Mélenchon les aura. Mais comment expliquez-vous que, par exemple, Nathalie Arthaud ou François Asselineau aient déjà les leurs ? Alors, on les aura, mais ça nécessite effectivement un dispositif qui, depuis un an, a beaucoup travaillé, indépendant, je veux dire, que mené par notre campagne, la France Insoumise, qui est allée chercher tous ces maires pour créer les conditions qu'on ait les 500. Sans doute pas normal, Jean-Luc Mélenchon est présent dans la vie politique depuis longtemps. Son mouvement a une écoute réelle. Je ne comprends pas. Mais vous ne faites pas le travail ? Non, on le fait. On l'a bien fait, croyez-moi, sinon on n'en serait pas là. C'est un des verrous, me semble-t-il, supplémentaires de cette 5e République. C'est-à-dire qu'il y a un système qui ne fonctionne pas bien et qui s'est durci d'ailleurs. C'est-à-dire que désormais, les élus doivent eux-mêmes envoyer leur dossier, leur parrainage auprès du Conseil constitutionnel. Oui. La date de la Poste ne fait pas foi. C'est le moment de réception. Bon, tout ça, ça n'a pas facilité le travail. Nous, on a eu souvent des maires qui nous ont dit, parce que Jean-Luc Mélenchon est une personnalité, qui a un rayonnement politique, ils nous ont dit, si je signe pour Jean-Luc Mélenchon, je vais peut-être avoir des petits soucis avec mon président de communauté d'agglo. Et donc, ça a amené à ce que ça a pris du temps. Certains conseils municipaux se sont réunis pour dire, mais je termine là-dessus pour que les gens comprennent. Et ils se sont dit, on préférait parfois ne pas parrainer, mais à l'inverse, des petits candidats ont plus facilement pour un maire, c'était une façon de dire, c'est un geste démocratique qui n'engage à rien. Oui. Je ne le dis pas avec mépris, mais donc, du coup, nous, comme on est un candidat sérieux et qu'on est aidé par aucun des partis institutionnels de la Ve République, on en est là. J'ai quand même envie de vous dire que c'est pas normal. Jean-Luc Mélenchon a commencé très tôt sa campagne. Oui. Il déboule, il argumente. On ne peut pas passer à côté de lui. On le voit à la télévision. Tous les 2 jours, il dit quelque chose qui a un écho d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais être un peu plus précis. Est-ce que ce sont les communistes qui vous font mariner ? La direction du Parti communiste a fait un choix de retenir les signatures. Très bien. Ils vont sans doute d'ailleurs les délivrer la semaine prochaine. Ce sera le plus. Mais ce qu'on démontre aussi, je le dis amicalement en direction de Pierre Laurent, c'est qu'on est arrivé un peu sans eux. Même si certains communistes, que je vais qualifier d'insoumis en quelque sorte, ont dit qu'il faut donner le parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Je pense notamment au premier d'entre eux, Marie-Georges Buffet, qui d'ores et déjà nous a donné son parrainage. Parce qu'on a perdu du temps inutilement, de l'énergie. Oui. Moi, mon rôle de porte-parole, c'est d'incarner une forme aussi de confiance. On va y arriver. Mais enfin, je ne vous cache pas que depuis 15 jours, beaucoup de copains ont passé du temps au téléphone pour que vraiment le travail soit fait. Et il y avait de l'énergie à consacrer, franchement, à autre chose. Ah oui, voilà, mais ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire. On aurait gagné du temps si on avait pu régler cette affaire il y a 15 jours. Donc, ça ne servait à rien que les choses se passent ainsi. Mais moi, je suis fier du fait qu'on y est arrivé. Et puis, vous verrez, à l'arrivée, on en aura sans doute beaucoup plus. Je le pense, mais voilà, Pierre Laurent disait hier, sans le PC, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être candidat. Ça, c'est pas vrai. Très bien, mais ça veut dire qu'ils créent une pression, et comme vous venez de nous le suggérer, ils vont finalement lâcher les parrainages au dernier moment. C'est artificiel ? Je crois que c'était un peu maladroit. On a des relations fraternelles avec le PC, des fois des discussions, vous le savez, je ne le cache pas, notamment sur des ajustements au niveau des législatives. Ça, c'est de la politique, pas la peine d'essayer comme ça un peu momentanément de se créer des sueurs froides. Je veux dire, Pierre le sait. Tout ça, autant de tourner la page, on va y arriver. On aurait gagné du temps. Vous savez, il y a des choses très précises. Nous, on va emprunter de l'argent auprès des banques. Les banques, tant qu'il n'y a pas les 500 signatures, évidemment, ils ne font pas de sentiments. Et puis nous, même si je suis confiant parce que l'équipe qui bosse là-dessus, c'est des gens sérieux,
Comme dirait saint Thomas, tant qu'on n'a pas vu, on croit, mais on préfère voir. Alors, tournons la page. Je prends la dernière enquête IFOP du jour. Mélenchon 12, Hamon 13, ça fait 25, et même je crois 25 et demi. C'était impossible de vous entendre et de fusionner parce qu'avec 25, vous êtes au second tour de l'élection présidentielle. Parce que c'est une arithmétique qui n'existe pas dans la vie politique, c'est plus compliqué. Quel est le problème ? Le problème, là aussi, il faut dépersonnaliser. Ça n'est rien contre la personne de Benoît Hamon, qui est, de mon point de vue, je ne mets pas un signe égal avec Manuel Valls. Moi, je me suis presque félicité aussi que Manuel Valls ait été battu par Benoît Hamon. Mais, comment dirais-je ? Après 5 ans de gouvernement de François Hollande, je crois que notre pays ne pouvait pas majoritairement se rassembler derrière un candidat issu de ce parti. Benoît Hamon s'est enfermé là-dedans et a voulu être le candidat du PS et de l'appareil du PS. C'était son argument. Il dit « Moi, je vais faire la synthèse. Je suis central. » Mais il n'est central de rien. La preuve, c'est qu'il y a toute une aile du PS qui s'en va. Et c'était évident. C'était évident parce que c'est de la politique. Parce que quand on est, comment dirais-je, dans la continuité de ce qui a été fait par ce gouvernement depuis 12 ans, on ne soutient pas une politique qui emprunte des mots à Jean-Luc Mélenchon. Alors que, qu'est-ce que c'est qui me semble important à mes yeux ? Et là-dessus, c'est une question stratégique majeure. Peut-être que les faits me donneront tort, mais je continue à croire à cela. Un Français sur 2, ceux qui nous écoutent sans doute, n'ont pas fait leur choix. Et c'est à eux que je veux m'adresser. Et pour eux les convaincre, ces gens souvent dégoûtés, c'était impossible en leur disant « Cette colère que vous avez eue après ce gouvernement de PS, ça va en quelque sorte se retrouver derrière un candidat qui veut être comptable malgré tout d'une partie de ce gouvernement. » J'ai fait une petite liste de ce qui vous rapproche quand même. Bien sûr. Pour une 6e République, la limitation du 49.3, la reconnaissance du vote blanc, le droit de vote des étrangers, le non-cumul des mandats, l'abrogation de la loi sur le travail, l'encadrement des rémunérations abusives, l'augmentation des effectifs de policiers et de gendarmes, le rétablissement d'une police de proximité. Mais c'est énorme. Vous comprenez bien, pardonnez-moi, un électeur de gauche, il veut que son candidat soit présent au second tour. Je peux pas vous dire autrement. Si c'était si simple, Benoît Hamon caracolerait en tête. Qu'est-ce que c'est qui lui arrive ? Pourquoi il est en difficulté ? C'est qu'il est vécu par des millions de gens comme étant malgré tout comptable de la politique du Parti Socialiste. D'ailleurs, ça l'a amené, quand on lui a posé des questions toutes simples, mais les candidats aux législatives qui devraient aider M. Hamon à appliquer cette politique, les candidats députés, sont à 80% les mêmes qui sont en responsabilité depuis 2012. Donc en quelque sorte, si on écoutait Benoît Hamon, il voudrait appliquer une politique qui pour défaire ce que ces mêmes candidats aux législatives ont fait. Tout ça, c'est des raisonnements que les Français ne comprennent pas. Sans doute que le meilleur candidat de cette unité possible, là on va faire de la politique fiction, eût été un candidat qui n'était pas du Parti Socialiste. Et je le dis même, peut-être que Mélenchon incarnait mieux ça. Mais Benoît n'a pas voulu en entendre parler. Donc au bout d'un moment, vous savez, il s'agit de rester cohérent et les Français sont attachés à la cohérence. C'est pas seulement le programme, c'est aussi qui le porte. Et Jean-Luc Mélenchon, peut-être que certains, parfois, il a la tête dure, mais c'est un homme qui a marqué par les faits, par des positionnements politiques qui viennent de loin, une résistance et une cohérence. Et je crois qu'il est plus en capacité, aujourd'hui, de mobiliser ces millions d'abstentionnistes qui, en plus, je vais vous dire une chose, ne se situent pas spontanément de droite ou de gauche. Moi, je veux parler à tout le pays, pas seulement à ceux qui disent l'unité de la gauche, parce que c'est abstrait pour beaucoup de gens. Donc ce soir, vous me dites que le réservoir, il est chez les abstentionnistes ? Sûr, il est déterminant. Le paysage politique aujourd'hui qui nous est présenté par les sondages ne sera pas le même à l'arrivée. Tout le démontre. Ne croyez pas aujourd'hui que la photographie que nous donne le sondage correspond à ce qui aura lieu. Ça dépend d'une chose. Il y a 44,6 millions d'électeurs et il y a près de 20 millions de gens qui, à partir d'aujourd'hui, vont se faire une opinion, qui vont regarder la télé, vont vous regarder. Vous faites aujourd'hui plus d'audience, sans aucun doute, que ce que vous faisiez précédemment. Parce que les Français, ils aiment la politique. Mais il y a eu un grand moment de doute. Pour des gens, la gauche, c'est François Hollande. Donc il ne faut pas leur dire seulement la gauche. Qu'est-ce qu'on propose au pays ? Et nous, je crois que nos propositions peuvent rentrer en phase avec ceux qui veulent la réponse à la crise sociale, la crise écologique, à la crise démocratique. Et c'est porté par des gens, pas qui d'un seul coup débarquent, si je puis me permettre l'expression, mais ont la force d'une cohérence et d'une fidélité en combat. On analysera 3 mesures phares du programme dans quelques instants. Vous nous dites donc qu'il y a un réservoir chez les abstentionnistes. C'est déterminant. C'est déterminant. C'est déterminant, mais est-ce qu'ils ont des raisons de se tourner vers un homme qu'on écoute toujours, mais qui fait de la politique depuis 40 ans, qui a été membre du Parti Socialiste, qui a été ministre, voilà, et qui a été, si vous voulez, en fonction. Donc il n'incarne pas cette nouveauté. Mais en fonction... C'est pas superficiel ce que je vous dis. Non, mais c'est très profond. Il est dedans depuis toujours. Bien sûr, mais sauf qu'il a un discours de révolution, si je puis dire. Citoyenne, révolution citoyenne. Oui, citoyenne. Je crois que ce qui est d'ailleurs une majorité de nos... Vous m'avez compris. Les Français veulent le grand changement, on peut l'appeler comme on veut. C'est ce qu'on appelle la révolution citoyenne, démocratique. Ceux qui veulent faire croire qu'en quelque sorte on va tout maintenir pour la suite, j'ai vu l'émission que vous avez consacrée à Emmanuel Macron, c'est-à-dire en gros
tout continue un peu comme avant, mais avec un jeune pétillant, il a 38 ans, il est fabuleux. Moi, je crois qu'à l'arrivée, je ne sais pas s'il l'emportera, je ne le souhaite pas, mais ça ne réglera aucun des grands problèmes de notre pays. Je vous dis, si M. Macron est élu, 3 mois plus tard, il sera au niveau d'impopularité sans aucun doute qu'avait François Hollande après son élection. Bon, mais revenons à l'essentiel. Oui, ce que vous dites, mais même Jean-Luc Mélenchon le premier le dit, oui, il a son âge, il a une histoire politique, mais elle est marquée aussi de rupture et d'actes de rupture. Comment dirais-je, c'est un homme qui souvent a utilisé, même quand il était au sein du Parti socialiste, des positions qui étaient les siennes pour mener des combats. À une époque où, contre la guerre du Golfe, il fait partie de ces 3-4 parlementaires sur le non, pour mener campagne pour le non au traité constitutionnel européen. Donc tout ça, c'est des actes forts qui ont fait de lui un homme qui a accumulé une expérience, qui a accumulé effectivement aussi un lien de confiance avec beaucoup de gens qui ont vu que ça n'était pas que des mots, qui a toujours mis à profit ses mandats pour mener un combat politique, qui n'a pas fait carrière en vérité. Parce que même, je vais faire une facilité. En 2012, vous savez, on pouvait rejoindre le gouvernement de François Hollande. D'accord ? C'était pas une difficulté. Pourquoi nous n'y sommes pas allés ? J'en sais rien, c'est vous qui me le dites. Vous croyez que François Hollande n'aurait pas souhaité avoir en quelque sorte dans l'arc de force gouvernementale des gens comme nous ? Pardonnez-moi. Pourquoi à ce moment-là nous avons en conscience dit nous ne voulons pas participer à tout C'est une cela. analyse que vous faites ou c'est une information que vous donnez à nos téléspectateurs ? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'était clair de notre part que nous ne souhaitions pas y participer. Mais si nous avions envoyé des envoyé des émissaires, pardonnez-moi. Si on nous avait envoyé des signes, l'affaire n'était pas très compliquée. Ce que je veux vous dire, il y a des gens qui croient dans ce pays que si l'objectif c'était de faire carrière, le bon choix c'est la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Moi j'ai eu des mandats, je les ai perdus. Précisément parce que j'ai refusé des formes d'alliance avec ceux qui imposaient, si on faisait alliance avec les socialistes, de devoir voter les différents budgets d'austérité, notamment au niveau municipal. Et avec moi, je parle de mon cas personnel, vous avez des centaines de gens qui se sont engagés auprès de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est pas une force carriériste. Et ça, les gens l'ont vu. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, mais ça veut dire qu'il y a là quand même des femmes et des hommes qui ont une constance, une cohérence, une fidélité. Et à l'heure actuelle, c'est pour ça que le débat ne peut pas être seulement sur les idées. Il doit être sur les idées, mais aussi qui les porte. Et je le dis, j'ai envie de dire, un peu fraternellement vis-à-vis de Benoît Hamon, mais il y a un système il s'est auto-bloqué en quelque sorte. Il veut être le candidat du PS, être comptable de l'unité de la famille socialiste, être soi-disant un candidat de synthèse qui va même chercher des électeurs auprès de Macron jusqu'à Mélenchon. Mais dans la vraie vie politique, au moment de turbulence dans lequel on est, ça n'existe pas. Et il va en payer, je crois, le prix, c'est qu'il va dégringoler. Parce que les gens ne veulent plus des solutions mi-chèvre, mi-chou. Il y a une question qu'on ne vous pose jamais. C'est avec qui gouvernerez-vous si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République ? Et je vous la pose sérieusement, et si je peux dire au premier degré, parce que cette question se pose, à mon avis d'ailleurs, pour beaucoup des candidats à l'élection présidentielle, inclus Marine Le Pen, on la pose régulièrement pour Emmanuel Macron, c'est quelle majorité présidentielle pour un Jean-Luc Mélenchon élu président de la République ? Avec qui et comment ? Nous, on est assez clair. On présentera des candidats France Insoumise dans l'ensemble des circonscriptions. On souhaite d'abord avoir une majorité parlementaire au mois de juin. Et puis, dans ce cadre-là, on peut très bien imaginer, vous évoquez des socialistes qui avancent sur nos positions. Et pourquoi ne participeraient-ils pas avec nous à un gouvernement ? Moi, j'ai pas de problème. On ne peut pas faire une alliance avec Benoît Hamon au premier tour et finalement on récupère les déçus du hamonisme pour diriger le pays. Mais vous avouerez quand même que c'est particulier. Non, mais attendez, ce dont vous me parlez depuis le début, c'est le fait que la seule chose que j'ai entendue de la bouche de Benoît Hamon, c'est de dire qu'il fallait se retirer à son profit. Je n'ai pas entendu d'autres propositions. Je dis que cette proposition, elle est séduisante sur le papier parce qu'elle additionne A plus B, mais dans la vie politique, elle ne marche pas. Les gens qui nous font confiance, je veux dire, l'électorat, des gens, ils sont durs, ces gens, ils ont la tête dure, croyez-moi. Ils ne se rangeront pas derrière un candidat issu du Parti socialiste. Donc cette addition, politiquement, n'aurait pas existé. Ces 50% d'abstentionnistes aujourd'hui, pour quelle raison ne se retrouvent-ils pas dans Benoît Hamon ? Parce que précisément, il voit aussi, hélas, j'ai envie de dire pour lui, derrière lui, un candidat qui est comptable de tout cela. Très bien. Donc soyons en dynamique. Et après, par la suite, moi je veux dire, ce sera très clair, ceux qui voudront, bien sûr je parle des progressistes, des écologistes, de ceux qui ont envie d'un partage des richesses, d'une solution qui met fin au productivisme, qui refusent toute solution xénophobe, ils peuvent se retrouver avec nous. Et je termine sur une chose, attention, mais on va en parler sans doute. Nous voulons mettre un terme à la monarchie présidentielle qu'est la Ve République. Nous aussi, nous convoquerons également une assemblée constituante pour imaginer un système évidemment politique plus démocratique qui passe notamment par la proportionnelle pour en finir avec ces institutions qui quand même mettent à distance le peuple. Vous voyez, on va je crois que cette grande aspiration au changement, on va l'incarner, lui donner sens de façon démocratique. J'y viens dans un instant. Dans notre reportage, on évoquait le fait qu'Emmanuel Macron pouvait d'une certaine façon vous renforcer, parce qu'il peut renforcer ce qu'on pourrait appeler le vote utile de gauche, qui s'engage vraiment à gauche. Qu'est-ce que ça résonne en vous Moi, je vais le prendre un peu
je vais de manière biaisée, je vais vous répondre. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir une stratégie uniquement surplombée par les sondages. Je récuse la sondocratie, c'est-à-dire ce pouvoir d'injonction des sondages qui fait que nous sommes devenus, si on les croit, des citoyens sous influence. C'est ça qui me gêne. Si des gens ont envie de voter pour Emmanuel Macron, parce qu'ils sont d'accord avec ses propositions, Oui. qu'ils le fassent. Mais je n'aime pas cette espèce de soi-disant c'est le vote utile parce que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas aujourd'hui, ce qui est utile, c'est que les citoyens soient des gens éclairés qui votent pour ce qui est bon pour leur pays. Je ne crois pas que le programme de M. Macron soit mon programme, il est dangereux pour le coup pour le pays. Il se présente comme anti-système, j'ai envie de dire c'est plutôt le nanti-système. C'est-à-dire celui qui explique aujourd'hui qu'il faut ubériser la société, qu'il faut, soi-disant, pour répondre à la modernité, remettre en cause des choses qui sont des acquis sociaux, des hauts degrés de culture. Je pense notamment au Code du travail qui protège des millions de salariés. Et lui, ce qu'il propose, c'est tout l'inverse. Donc c'est pas bon. Et y compris ce qui me gêne, c'est l'argument contre le Front National. Il faudrait en plus détruire notre modèle social, aller vers une retraite à la carte, parce que c'est ça son projet. Alors qu'il faut défendre le modèle de retraite par répartition et pas celui par capitalisation que nous propose M. Macron, où on touchera une retraite uniquement en fonction de ce qu'on aura cotisé, alors que c'est tout l'inverse. Tout ça est extrêmement dangereux. Et je pourrais continuer. J'écoutais M. Cohen dire sur l'Europe, c'est le seul cohérent. Mais pardon, M. Macron, c'est la continuité totale de la manière dont l'Europe libérale s'est construite qui amène à la catastrophe. Les peuples ne vont plus voter pour cette Europe. La belle idée d'un projet européen est en train de devenir un cauchemar. Il ne le voit pas, M. Macron. Vous ne pouvez pas changer les autres pays européens qui, globalement, sont des démocrates chrétiens, des gens du centre, plutôt du centre-droit, et qui adhèrent à une société mondialisée. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Calvi, mondialisé? Aujourd'hui, ce n'est pas la mondialisation, c'est la globalisation. Qui ne remettent pas en cause, en gros, le fonctionnement aujourd'hui de l'économie de marché. Je vais très vite. Même pour l'amender sérieusement. Mais même, je pense, premièrement, que l'ensemble des peuples du monde en ont assez de cet ordre libéral qui détruit bien souvent jusqu'à la planète elle-même. Ça, c'est quelque chose. La pensée écologique est en train de devenir majoritaire et je m'en félicite. Tout le monde voit bien que ce système est fou. Qu'on soit de droite ou gauche, ce que vous voulez, on voit bien. Ou alors, vraiment, il faut vivre dans une bulle. Vous en parlez régulièrement dans vos émissions. Donc, ça doit changer. Mais par contre, après, il y a une difficulté, c'est que l'Europe aujourd'hui, elle est sous domination de la droite allemande et de Mme Merkel, qui impose un euro fort, qui a un autre type de modèle économique, et qui amène à ce que c'est une Europe libérale où il est même impossible d'aller vers une harmonisation fiscale et sociale. Les principales délocalisations, pardonnez-moi d'être long, mais les principales délocalisations aujourd'hui, en France, elles ont lieu pour aller en Europe. Donc nous faisons la concurrence les uns entre les autres. Donc ça n'a rien à voir avec la fraternité entre les peuples, mais plutôt la règle de la loi du plus fort. Mais moi je trouve ça dangereux. Et là-dessus, que les choses soient claires, on aura des partenaires pour changer. Et du moins, si Jean-Luc Mélenchon est élu, soit on change les traités, soit nous prenons nos responsabilités dans un rapport de force et de dire nous ne soumettrons plus à ces traités avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Mais la France, ça pèse en Europe. C'est la deuxième puissance, c'est le deuxième PIB européen. On sera entendu. Mais ça devra changer. On sera entendu si on reste un couple fort avec les Allemands. Mais pas sûr. Parce qu'en Espagne, en Italie, dans beaucoup de pays, et puis même les Allemands, vous savez, sans la France, il n'y a plus d'Union européenne, il n'y a plus d'euro. J'entends bien, mais là, vous venez de me décrire ce qu'on pourrait appeler l'Europe du Sud des endettés. Mais c'est quoi être endetté? Est-ce qu'on peut sortir de cette logique que l'endettement, ça peut être aussi un investissement pour un pays? Qu'est-ce que c'est? Au bout d'un moment, premièrement, aujourd'hui, on peut emprunter auprès des marchés quasiment à zéro quand on est la France. C'est d'une grande puissance. Les investisseurs et les marchés financiers font confiance à la France. Donc nous, ce que nous proposons, c'est le cœur de notre programme. pas sûr que ça dure éternellement. Mais pourquoi? Parce qu'il y aurait des attaques spéculatives contre la France? Parce que la finance devrait déterminer aujourd'hui nos politiques économiques? Non, ça ne devrait pas. Si vous voulez mon point de vue, on est bien d'accord. Et la France, elle est solvable. Mais ces attaques, ni vous ni moi ne les gérons. D'accord, mais il faut les affronter. Mon ennemi, c'est la finance. Moi, ça le reste. C'est pas comme mot. C'est quand François Hollande dit ça et qu'il se fait dire là-dessus, c'est que les gens comprennent bien, écoutez, que c'est quand même pas les marchés financiers qui vont dire à des gouvernements démocratiquement élus, votre politique sociale, votre politique de relance, vous la jetez à la poubelle, c'est nous qui dominons. Mais qu'est-ce que c'est? L'argent doit être au service des êtres humains. Sinon, on devient fou. Je veux dire, revenons à des choses essentielles. L'argent, il doit circuler, il doit servir à des investissements, il doit servir à du bonheur humain, pas de la spéculation. Donc, il faut revenir à des choses simples. Les gens qui nous regardent, ils sont souvent endettés par ailleurs. Moi, je veux dire, quand on va s'endetter, on va acheter une voiture, on va peut-être acheter un appartement. Et pour l'activité économique, on se projette vers le futur. La Troisième République, quand elle a construit des écoles, notre pays s'est construit avec des gouvernements qui ont dit maintenant, pour répondre à un problème, on va construire, donc là, vous croyez qu'il n'y a pas de besoin dans ce pays où il y a 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs? Ça fait du mal, ça coûte cher la pauvreté en plus. Et donc c'est pour ça que vous proposez 200 000 fonctionnaires supplémentaires. Par exemple. Mais d'abord, alors, je prends les choses comme ça, on assume totalement. Premièrement, je répète quelque chose que j'ai dit, moi j'en ai assez
de ce fonctionnaire bashing qui consiste à, pour être moderne, à dire il y a trop de fonctionnaires. C'est pas ce que je vous ai dit. Non, pas vous, mais je le dis pour assumer que tout le monde l'entende. Moi, qui suis un Français banal, quand je vois que dans les écoles, il y a trop d'élèves, que dans des secteurs, notamment dans des quartiers populaires, des profs ne sont pas remplacés. Quand je vais à l'hôpital public, pour toute une série de raisons, notamment j'ai 3 enfants, à Paris tout de même, que même à Paris, vous avez des services qui sont débordés, où on fait attendre des gens sur une chaise. Bon. Donc il faut, soit on dit tout ça, on s'en fiche, et finalement ceux qui ont les moyens vont se tourner vers des réponses privées, soit il faut, le service public, c'est le bras armé de la puissance publique de la République. On n'arrête pas de dire la République, regardez, vous l'avez en photo là. Mais c'est quoi la République? C'est pas une statue, c'est des fonctionnaires, des serviteurs publics. Et je crois qu'il y a beaucoup de besoins. Et puis, c'est pas que 200 000 fonctionnaires en notre proposition. C'est d'abord un investissement de 100 milliards pour relancer la machine économique, pour créer de l'activité. Les TPE, les PME, ils ont besoin que le carnet de commandes soit rempli. Le coiffeur en bas de chez moi, il a besoin que les gens aient un peu plus de pouvoir d'achat pour que les gens viennent nous voir. Le bistrotier, pareil. Le restaurateur, pareil. Et donc de travailler. Et bien sûr. On est d'accord. Bien sûr, mais relancer la machine économique, c'est aussi, ça permet que tout le monde s'y retrouve. Voilà, les petits patrons, ils se retrouveront avec notre programme, croyez-moi. À quoi ça sert une marche pour la 6e République? Il se trouve que vous l'organisez le 18 mars, c'est ma dernière question. Et pardonnez-moi, vu qu'on a débattu sur l'Europe, je vous demande d'être concis. Merci Yves Calvi. Le 18 mars, c'est fondamental. Changer les règles du jeu de la 6e République, c'est, je crois... Lesquelles? Notamment le fait qu'aujourd'hui, nous ne retrouvions plus dans cette concentration de pouvoir sur un président de la République, qu'on ait un Parlement qui soit représentatif des Français, qu'on ait des droits nouveaux. Je pense notamment à celui, le droit de rappeler les élus, le droit de révoquer les élus en cours de mandat. Pourquoi pas la prise en compte du vote blanc, par exemple? Faire que vous avez beaucoup de nos concitoyens... Ça, c'est très populaire. Oui, mais par exemple, regardez, je termine sur une chose. Le 21 avril 2002, beaucoup de Français ne se retrouvaient pas dans ce second tour, Le Pen-Chirac. Et si on a vu la prise en compte du vote blanc, on pouvait imaginer, si une majorité de Français disaient vote blanc, qu'on refasse le vote. Vous voyez, il y a des droits nouveaux, je pourrais vous en citer plusieurs. Le droit de vote à 16 ans, je crois qu'il faut faire confiance à notre jeunesse. Voilà, mais discutons-en dans une assemblée constituante. C'est beau, le peuple français est un grand peuple et qui a envie de se donner des droits nouveaux et qui refuse un peu ce système fermé dans lequel on cherche à le faire rester. Sans mauvais jeu de mots, j'ai bien compris que vous vous mettiez en marche pour la 6e République et ce sera le 18 mars. Merci beaucoup avec la France Insoumise. Merci Alexis Corbière d'être venu nous voir.